Bonsoir, bonsoir. On revient pour la suite de la lecture. On va profiter ensemble de ce livre-là, Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondou. Donc si tu n'as pas encore écouté ou lu ce livre, le début de la lecture est dans une autre vidéo. Je la mettrai en barre d'infos. Et donc là, on va continuer aujourd'hui pour se détendre. Je vous ai emmené avec moi sous la couette. Je sais pas si on entend les bruits de la couette. Et je trouve ça fait comme... je vais essayer de faire du tracing. Ça fait comme une mer. J'aime bien le bruit que ça fait. Je sais pas si on l'entend. Voilà. Installe-toi bien. Sous la couverture. Avec une tisane, un thé. Et profite. Alors, pour faire un petit récap. Ce roman, il est un peu comme un roman initiatique. Et on suit l'histoire de deux personnages, Beau et Ama, qui sont assez jeunes et qui travaillent tous deux à l'usine. Ils ont leur travail et ils sont pas sur les mêmes horaires, c'est-à-dire que elle travaille de nuit et lui il travaille de jour parce que l'usine travaille à plein temps. Et on ne sait pas exactement où est le village où ils habitent, mais ils habitent dans un village à qui il arrivait beaucoup de malheurs avec la guerre, les grosses usines, et donc assez morose. Et eux, on a découvert dans les premières pages leur rencontre. Et elle est très belle. Enfin, on voit qu'ils partagent de l'amour l'un pour l'autre de manière très tendre. Et on découvre aussi qu'il y a l'arrivée de Titine Grossepatte, qui est une gérante d'un cabaret, qui va ouvrir ses portes dans cet endroit, alors que ils n'ont qu'un jour de repos et que la plupart des villageois en fait travaillent à l'usine. Qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux pour se divertir, même de lieux à la légèreté en fait. Et donc c'est la découverte de cet endroit-là et de la créativité et de la joie. Et donc Beau a fait l'expérience de ce cabaret déjà une première fois. Et puis il l'a raconté à Ama et là ils s'en vont pour le thé dansant qu'elle organise, Titine Grossepatte, dans son cabaret le dimanche après-midi, donc dans leur jour de congé. Et donc là, on était page 21, et on va reprendre à cet endroit-là, quand ils s'en vont pour le thé dansant. Et oui, le cabaret s'appelle le Castor Blagueur. C'est parti. Allez, viens, on ne va pas passer notre dimanche à regarder le plafond. J'ai envie de danser. Un instant plus tard, essoufflés d'avoir couru à travers les rues de la ville, ils entraient au Castor Blagueur. Ils se faufilèrent derrière les tentures, et la chaleur les enveloppa en même temps que la musique. Sur la scène, un tuba ventripotent, un jongleur de bugle, un batteur, 2 joueurs d'ukulélé et un pianiste fatigué produisaient un mélange de fanfare et de samba des îles.
Une seule minute de cette joyeuse cacophonie suffisait pour comprendre que les musiciens de Titine Grosse-Patte n'étaient pas des virtuoses. Le pianiste était par ailleurs contremaître à l'usine, mais ils y mettaient du cœur, c'était le principal. Beau ôta son anorak rouge et Ama son manteau. Bien qu'elle soit née dans notre ville, Ama était trop jeune pour avoir connu le cabaret à la grande époque. Les yeux brillants, elle découvrit le comptoir aux zinc patinés, les tables bancales, les plantes et les affiches jaunies, et elle serra le bras de Beau. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Une foule bondissante se pressait au pied de la scène, sans se soucier du lustre qui tanguait au-dessus des têtes. Au moment où l'orchestre attaquait un vieux standard de rock, Beau aperçut Ness et Malaki, manches de chemise roulées au-dessus du coude, occupés à faire tourbillonner des demoiselles au milieu de la piste. Il allait leur faire signe quand le vieux Melchior surgit. « L'ombre et la lumière !» s'écrie-t-il, en brandissant sa canne sous son nez. « Le jour et la nuit, l'un révèle l'autre. » Beau se raidit. Les rares fois où il avait aperçu Melchior, il ne l'avait pas aimé. L'éclat de son regard, surtout, le mettait mal à l'aise. Mais Ama, qui connaissait les excentricités du vieux, se mit à rire. Elle repoussa doucement la canne. « Comment allez-vous, Melchior » demanda-t-elle. Elle s'approcha, enjôleuse. « Je parie que vous veniez danser ici dans votre jeunesse et que vous faisiez tourner la tête des filles, je me trompe ?» Les yeux du vieil homme changèrent de couleur. « Allez, racontez-moi » insista-t-elle. « Vous aviez des amoureuses ?»« Des amoureuses » s'esclaffa le vieux, subitement radouci. « Bien sûr !»« Combien ? Dites !» Melchior fit signe à Ama de se pencher et chuchota quelques mots à son oreille que Beau n'entendit pas. « Oh ! Tant que ça ?» pouffa Ama. Le vieux hocha la tête, puis il désigna Beau. « J'étais presque aussi bien bâti que ton cavalier, assura-t-il. Si tu m'avais vu, tu te serais jeté à mon cou. » Ama enroula ses bras autour des épaules du vieil homme et claqua 2 bises sur ses joues ridées. « Voilà qui est fait, dit-elle en riant. A-t-on gagné le droit de passer maintenant ? La figure de Melchior devint rouge coquelicot. Cela faisait sans doute longtemps qu'une jolie fille ne l'avait pas embrassé. Il poussa un soupir avant de s'écarter. « C'est ça, allez danser. Que l'amour vous protège !» Il s'éloigna en marmonnant. Le bruit et le silence, l'ombre et la lumière, l'amour et la haine, l'un révèle l'autre. Puis il disparut en titubant entre les danseurs vers le fond du cabaret. « Ness et Malaki m'avaient averti, fit Beau, en réprimant un tremblement. Il est complètement fou. »« Bah, il n'est pas méchant, le rassura Ama. Quand j'étais petite, mon père me racontait que Melchior avait un don. On dit que depuis, il l'a perdu. »« J'espère, murmura Beau. Comme nous tous, Beau avait ses secrets et des souvenirs tristes qu'il tentait d'oublier. Parmi ceux-là, il y en avait un, surtout, qu'il aurait voulu rayer de sa mémoire et que la présence de Melchior venait de déranger. Un souvenir qui remontait loin dans son enfance et qui planait sur sa vie. L'ombre d'un rapace. « Allez, viens » lança Ama pour le sortir de ses pensées. « Allons danser. » Beau frotta ses grandes mains d'ouvrier, les passa sur son visage et sourit. Puis il souleva Ama dans ses bras et l'emmena rejoindre Ness et Malaki au milieu de la piste. L'ombre du rapace avait disparu. « Enfin, vous voilà » s'exclama Ness. « Ça fait des heures qu'on vous attend. »« Vous avez l'air de 2 marmottes sortant du terrier » ajouta Malaki avec un clin d'œil appuyé. « Regardez-moi ça, l'amour rend bête, je vous jure. » Beau et Ama échangèrent un sourire complice. C'est vrai qu'il n'avait même pas pris le temps de se coiffer et Beau avait boutonné sa chemise sans devant dimanche. Mais quelle importance! Sur la scène, le joueur de bugle transpirait à grosses gouttes. Le batteur avait perdu sa cravate, le ventre du tuba débordait de sa ceinture, et les 2 amateurs du ukulélé déchaînés grattaient leurs 4 cordes comme s'ils avaient voulu y mettre le feu. La fête battait son plein.
Mademoiselle Marmotte m'accordera-t-elle cette danse? Fit Beau en s'inclinant jusqu'à terre. À condition que vous ne m'écrasiez pas les pattes, répondit Ama en souffrant tout entière. Cet après-midi-là, entre 2 rocs et 2 biguines, Ama faillit dévoiler à Beau ce qu'elle gardait pour elle depuis plusieurs semaines. Les murs du cabaret tournoyaient, ses oreilles bourdonnaient, elle avait l'impression d'être un peu ivre. Chaque fois qu'elle frôlait le torse de Beau, son cœur s'emballait et elle se demandait « Est-ce le bon moment ?» Mais il y avait trop de monde autour d'eux, et pour couvrir le tintamarre de l'orchestre, il aurait fallu crier. Or, ce que Ama voulait dire à Beau, elle avait envie de le dire très doucement, de le chuchoter. Et surtout, elle avait un peu peur. Demain, se promit-elle, je lui dirai demain, ou dimanche prochain, rien ne presse. C'est ainsi qu'une semaine s'écoula, puis une autre, et encore une autre, sans que Ama dise rien. Elle ne trouvait jamais le moment propice, s'inventant 1000 excuses pour attendre encore. Elle était à la fois impatiente de partager son secret et effrayée à l'idée des changements qui allaient suivre. Tant qu'elle se taisait, croyait-elle, les choses restaient à leur place, dans une immobilité rassurante. Beau se levait à l'aube, elle au crépuscule. Ils vivaient à l'envers l'un de l'autre, pendant que l'usine fonctionnait sans interruption, avalant des tonnes de métal que les ouvriers transformaient en cul d'obus, en carlingues, en canons, 3 petits points. Dans son immense frustration, Beau comparait l'usine à un ogre qui dévorait tout, y compris leurs plus belles années. Il se mettait en colère contre des choses abstraites, le système, les lois, l'écrasante nécessité de l'argent. Ama l'écoutait, attendant que la tempête se calme, puis elle demandait « Tu as une autre idée pour gagner notre pain ?» Jusqu'ici, Beau n'en avait pas. Mais il en cherchait. Chaque soir, à son retour de l'usine, Beau trouvait des petits mots disposés çà et là dans la chambre par Ama. Sur la table. « Mon amour, ne fais pas cette tête d'enterrement. Il y a un reste de soupe à la viande sur le bord de la fenêtre. Régale-toi. » Laissé sur l'oreiller. « Mon cœur, j'ai rêvé de toi et ça m'a mise de bonne humeur. J'ai versé 3 gouttes de mon parfum sur les draps pour que, toi aussi, tu rêves de moi. Bonne nuit. » Épinglé au revers d'une chemise propre. « Mon beau, j'espère que tu l'apporteras pour m'emmener danser dimanche. N'oublie pas de donner à manger au chien. Je ne sais pas ce qu'il a ces temps-ci, il est affamé. » En soupirant, Beau remplissait la gamelle du petit roquet couleur charbon qui, à force, avait fini par se faire adopter. Puis, debout près de la fenêtre, il mangeait la soupe, les yeux dans le vague. Lorsque, enfin, il se glissait sous les draps parfumés, c'était pour se tourner et se retourner pendant des heures. Dans le noir, les yeux grands ouverts, Beau s'interrogeait sur le sens de l'existence et sur ce qu'il voulait vraiment. Il n'est jamais facile de savoir ce que l'on souhaite vraiment, surtout lorsqu'on a peur de trouver des réponses, et les idées se cognaient comme des mouches à l'intérieur de son crâne. Quand il n'en pouvait plus, Beau rallumait la lampe. Avec ses mains, il projetait des ombres chinoises sur les murs. Loup, hibou, éléphant. C'était sa mère qui lui avait appris, tout petit, à peupler ainsi sa solitude. Lièvres, cygnes, crocodiles. En recréant la ménagerie familière de son enfance, il parvenait peu à peu à s'apaiser. Mais dès qu'il éteignait, les pensées reprenaient leur danse folle et le sommeil s'enfuyait. Alors, certaines nuits, renonçant pour de bon à dormir, il se relevait, se rhabillait et sortait pour marcher au hasard. Quoi qu'il fasse, ses pas le ramenaient vers la petite rue pavée, au cabaret de Tétine Grosse-Patte.
Beau s'asseyait au premier rang, son observatoire. De là, il décortiquait les gestes habiles du mage Cornelio et des frères Siam en tentant de percer le mystère de leur tour. Comment faisaient-ils pour extraire de leur bouche ces kyrielles de ruban? Comment faisaient-ils pour pondre autant d'œufs? Comment faisaient-ils pour que les cartes obéissent à leur volonté? Et les chapeaux, les colombes? Il y a un truc, affirmait Malaki, lorsqu'il retrouvait Beau, concentré au premier rang. D'accord, mais quel truc? Bien sûr, Malaki n'en savait pas davantage que n'importe qui. J'ai envie d'apprendre, disait Beau. Tu n'es pas magicien, objecta Malaki. Tu es seulement ouvrier, comme nous autres. Beau regardait ses grandes mains. Elles étaient douées pour façonner le métal, pour souder, pour cramper, pour ébarber. Elles l'étaient aussi pour les ombres chinoises. Alors pourquoi pas pour la magie? Tu dois travailler à l'usine jusqu'à la fin de tes jours? Demandait Beau à Malaki. Les temps sont durs, j'ai bien peur qu'on nous flanque à la porte avant, répondait invariablement l'autre, la mine sombre. Qu'est-ce qu'on fera alors? On partira, disait Beau, qui l'avait déjà fait. Pour aller où? S'inquiétait Malaki. J'en sais rien, vers les montagnes, vers l'océan. Malaki haussait les épaules. Il n'avait jamais aimé l'eau, et rien qu'à cette idée, il avait envie d'une autre bière. Quand arrivait le numéro de la jongleuse naine, Beau mettait fin à la conversation. Fasciné, il s'imaginait à la place de l'artiste, dans les postures les plus savantes, la tête en bas, les pieds en l'air, en train de faire voltiger des coupes en cristal ou des bulles de savon. Taillé comme tu es, je te verrais mieux jongler avec des enclumes, le charriait Ness les soirs où il le rejoignait. Pourquoi pas, souriait Beau. Enclume ou cristal, c'était pareil. Ce qui plaisait à Beau, c'était la fantaisie du cabaret, son insouciance, sa poésie. Une fois dans leur rond de lumière, les artistes semblaient échapper à toutes les pesanteurs et obéir à d'autres lois, d'autres nécessités que celles qui régissaient le quotidien des ouvriers. Beau admirait leur insolente liberté. Et quand la bière finissait par lui brouiller l'esprit, il se voyait sur une scène flottante, voguant à la surface d'un océan jaune, avec Ama en costume de danseuse et le chien Charbon qu'ils auraient dressé pour sauter à travers des cerceaux. Les heures de la nuit s'égrenaient ainsi, au rythme des chansons, des applaudissements, des rires. De temps en temps, Titine Grossepatte surgissait au milieu des spectateurs, acrobate déglingué, perché sur ses jambes mécaniques. « Alors, mes cocos chéris, on s'amuse ?» Oui, on s'amusait. Et selon certains avis, on s'amusa encore plus le soir où il y eut une bagarre. C'était un mardi et la salle était comble. Au milieu du numéro des transformistes, on entendit soudain des cris en coulisses. Le pianiste et contremaître à l'usine fit aussitôt irruption sur la scène, le nez en sang. « Arrêtez ce fou !» hurla-t-il. « Il veut m'assassiner !» À la stupéfaction de tous, le vieux Melchior jaillit à son tour de derrière le rideau, les yeux pleins de feu. Les duettistes Pan et Blanc n'eurent pas le temps d'intervenir. Le vieux se jeta en avant et assena un nouveau coup de canne sur les doigts du pianiste, effaré. Du premier rang où il était assis, Beau sauta sur la scène, suivi de Ness et Malaki. À eux trois, ils parvinrent à ceinturer Melchior, tandis que le contremaître mangeait ses mains en piaillant de douleur. Dans la salle, les spectateurs prirent parti. Certains voulaient envoyer le vieux à l'asile, tandis que d'autres se réjouissaient d'être débarrassés du médiocre pianiste, et l'ambiance tourna rapidement au vinaigre. Il y eut une bousculade, des insultes assez moches, des bocs s'écrasèrent sur les affiches punaisées au mur, quelques chaises finirent dans les tentures, et une plante en pot traversa la salle de part en part.
Il fallut l'intervention de Titine Grosse-Patte et qu'elle menace de fermer illico le castor si on s'avisait de continuer pour que le calme revienne. Puis d'une voix de général d'artillerie, elle ordonna qu'on flanque Melchior dehors. Beau, qui était resté sur la scène, poussa le vieux vers la sortie. Sans ménagement, il lui fit passer la porte et l'air glacial de la nuit s'engouffra sous sa chemise, lui hérissant les poils des bras. Avant de disparaître dans la nuit, Melchior se retourna vers Beau en levant sa canne. Le bruit et le silence, grogna-t-il entre ses dents. À l'aube ou au crépuscule, l'un révèle l'autre, tu verras. Quand Beau regagna sa place près de Ness et Malachi, ce n'était plus l'air froid qui le faisait frissonner. Et si ce vieux fou avait raison, murmura-t-il. Raison de quoi s'étonna Malachi. On dirait qu'il faut nous mettre en garde contre. Rien du tout, l'interrompit Ness. Depuis le temps qu'il nous annonce les pires malheurs, le seul changement qu'on a vu, c'est toi. Et la réouverture du castor, ajouta Malachi. Moi, j'appelle ça des bénédictions. Allez, va, oublie Melchior, le convainquit Ness. Le spectacle continue. Pour clore l'incident, Titine avait ordonné qu'on fasse mousser les bocs. On nettoya les dégâts et, dans la tournée générale, la salle retrouva bientôt son ambiance bon enfant. Plus personne ne voulut casser la figure à personne. Pan et Vlan, un peu plus pâles que d'habitude, reprirent leur numéro de transformiste. Quant au pianiste, il s'en tira avec une bonne frousse, un nez tuméfié et 3 doigts cassés. Le lendemain et les jours d'après, le vieux Melchior resta invisible. Les clients du castor blagueur ne pensèrent plus à ces sinistres prophéties. L'ombre et la lumière, le bruit et le silence, ça ne voulait rien dire. Et pour une fois qu'on s'amusait, on n'avait pas envie de s'embarrasser avec de vieilles peurs. Cependant, Beau rentrait chez lui de plus en plus tard et de plus en plus ivre. Il s'écroulait parfois sur le lit pour dormir 1 heure. Mais parfois, il avait juste le temps de se débarbouiller au robinet, d'avaler un café brûlant, de remplir la gamelle du chien. Ama avait raison, il était affamé en permanence, celui-là, et de claquer la porte pour être à l'usine au moment où retentissait la sirène. Cela dura comme ça jusqu'au matin où il ne se réveilla pas à temps. Et on va s'arrêter là pour ce soir. On est page 42. Et la suite, ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as apprécié. Je te souhaite de bien te reposer. Je te dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec toi. À bientôt. Dors bien. Dors bien. Dors bien. Dors bien. Fais de beaux rêves. Prends le temps. Prends soin de toi. C'était Paupières ASMR.